Bonjour à tous les deux, bonjour Michael Darmon, merci d'être là, éditorialiste politique à i24 News. Et bonjour Émilie Zapalski, merci également d'être avec nous, communicante fondatrice de l'agence Émilie Conseil. On va parler avec vous d'Emmanuel Macron. Annoncera-t-il des référendums et sur quel sujet il va s'exprimer mardi soir sur TF1? Suivra-t-il son Premier ministre qui souhaite consulter les Français sur le budget? Vous nous direz ce que vous en pensez. Puis on parlera de Bruno Retailleau qui lui veut durcir les conditions de naturalisation. Il a présenté hier une nouvelle circulaire, on en parle dans quelques instants. Et puis Stéphane, deuxième jour de grève à la SNCF. Et cette question, faut-il encadrer le droit de grève? Eh bien, c'est une question qui est beaucoup discutée au Sénat et je vous parlerai des différentes propositions de loi adoptées depuis 2020. Il y en a 2. On voit ça dans quelques instants. D'abord, on regarde l'actualité dans nos régions. L'actualité dans nos régions, elle concerne les élus locaux. Cet après-midi, François Bayrou va réunir les élus locaux pour une conférence financière sur les territoires. Pour en parler, on est avec l'un d'entre eux, André Léniel. Bonjour, merci beaucoup d'être avec nous, premier vice-président délégué de l'Association des maires de France. Vous êtes maire d'Issoudun, dans l'Indre. Avant de parler de cette conférence des territoires, on a appris hier soir qu'Emmanuel Macron devrait annoncer des projets de référendum mardi prochain. Selon Le Figaro, il pourrait y en avoir un sur la réorganisation territoriale. Est-ce que ce serait une bonne idée ? Tout dépend de son contenu, bien évidemment. Nous demandons depuis bien longtemps un nouvel élan de décentralisation. Si ce référendum porte sur les moyens, sur les compétences, sur la liberté des collectivités territoriales, nous pouvons le regarder avec intérêt. Si c'est simplement pour faire une nouvelle réforme administrative sans véritable lien avec ce qui se passe sur nos territoires, bien entendu, ça n'a pas de sens. Justement, vous allez participer cet après-midi à la conférence financière des territoires. L'Association des maires de France sera représentée. Quelle est la principale attente? Quelle est votre principale attente? Je crains que nous n'ayons pas beaucoup d'attentes, car nous avons le sentiment que, une fois de plus, cela ressemble à un exercice de communication gouvernementale. Bien entendu, j'espère être démenti par les faits. J'espère qu'on nous laissera amplement la parole et surtout que l'objectif n'est pas d'essayer de faire porter aux collectivités territoriales la responsabilité ou une part de responsabilité de l'état financier de la France qui, bien entendu, n'est en aucun cas la charge des collectivités territoriales. François Bayrou qui dit que l'effort doit être partagé par tous. Pour vous, ce tous, il n'inclut pas les collectivités. Vous dites que vous avez déjà fait suffisamment d'efforts? On a déjà beaucoup donné. Entre 2014 et 2024, la baisse cumulée en euros constants de la dotation globale de fonctionnement, notre principale ressource en provenance de l'État, a été une baisse de 71 milliards. Est-ce que vous avez le sentiment que ces 71 milliards ont permis de baisser les dettes et les déficits de la France? Je crains malheureusement que ça ne soit pas le cas. Donc, nous avons déjà beaucoup donné, nous continuons à donner, et je pense que nous sommes arrivés au moment où il est irresponsable de vouloir à nouveau ponctionner les collectivités territoriales. Depuis 5 ans de crise quasiment continue, les collectivités territoriales, et en particulier les communes, ont été en première ligne. Elles ont permis de passer ces crises moins mal que ce que l'État était capable de faire. Nous avons montré notre réactivité, notre inventivité, et nous avons mis en place des moyens, malheureusement en déclin, pour permettre néanmoins de répondre aux attentes de nos concitoyens. Je crois que si on nous affaiblissait encore un peu, ce serait un contresens politique, un contresens démocratique et un contresens économique. Le ministre François Rebsamen a envisagé le retour d'une forme de contribution pour renouer le lien entre les habitants et les élus, sorte de nouvelle taxe d'habitation. François Bayrou a fermé la porte. Est-ce que vous le regrettez ? Je crois que ça a été mal engagé. Bien entendu qu'il faut renouer le lien entre les citoyens et leurs collectivités. Cela peut se faire par un transfert d'impôts sans que ça pèse sur le citoyen de manière supplémentaire. Il y a des moyens de le faire, mais poser cette question en ce moment, c'était malheureusement l'avouer à être une manœuvre de diversion et non pas un véritable projet. Vous souhaitez quand même que ce soit discuté cet après-midi ? Je ne pense pas que ça sera l'ordre du jour cet après-midi. D'ailleurs, le problème de l'ordre du jour cet après-midi, c'est qu'on va nous présenter la situation. Ça doit juste faire 72 fois qu'on nous présente la situation. C'est pour ça que je m'interroge, avec beaucoup d'autres,
sur le sens, l'utilité de cette réunion. Nous allons y aller parce qu'on ne peut pas à chaque fois refuser d'être présent, mais nous allons y aller pour dire que les collectivités ne sont pas une charge pour la France, ne sont pas une charge pour l'État, mais sont au contraire un levier pour relancer notre économie. Mais vous pensez qu'elle va déboucher sur rien, cette conférence des territoires ? Je le crains. Et on suivra ça, évidemment. Merci André Léniel, merci d'avoir été avec nous, premier vice-président délégué de l'Association des maires de France. Émilie, un mot sur ce que vient de nous dire André Léniel. On parlera d'Emmanuel Macron un petit peu plus tard, mais sur cette conférence des territoires, on sent que l'Association des maires de France y va, mais sans grande conviction. Oui, parce que ça fait plusieurs temps, c'est étonnant d'entendre André Léniel, mais c'est globalement vrai, c'est-à-dire que les constats, les diagnostics, tout ça, ils le savent. Après, la crainte qu'ils ont, c'est d'aller encore plus loin que les 2 milliards qu'on leur a demandé au précédent budget, et c'est ce qu'on entend dire un petit peu. À chaque fois, c'est un petit peu le même réflexe du gouvernement, c'est d'aller chercher dans les poches du collectivité, et puis finalement de se dire, ah ben non, c'est compliqué parce que les élus réagissent, parce que c'est aussi des emplois pour des territoires qui parfois sont déjà très fragilisés. Voilà, ça complexifie. On a l'impression d'un éternel retour des discussions qui sont un petit peu vaines. Et pourtant, les collectivités, elles ont cette capacité d'expérimenter des nouvelles solutions. On avait eu un moment cette loi d'expérimentation qui était intéressante, de se dire, moi j'ai un territoire différent d'un autre, j'ai envie de tenter quelque chose. Et c'est ça dont ils ont envie, c'est d'avoir un petit peu les coups des franches pour certaines choses. Et ça, on a l'impression qu'ils l'obtiennent jamais. On sait qu'Emmanuel Macron a passé quand même pas mal de temps à contourner les élus, à pas les prendre au sérieux. Donc là, ces histoires de décentralisation, je comprends, et de conférence des territoires, je comprends qu'ils y croient pas tellement. Ouais. Il réussira pas à renouer le lien avec les élus, Emmanuel Macron? Non, ça va être très difficile. Ça va être très difficile parce que effectivement, ça jalonne. Sa rupture avec les territoires jalonnera toute la décennie Macron. Ça sera vraiment un invariant, comme on dit, dès le mois de juillet, après son élection, comme le rappelait aussi André Léniel, ça a été sans arrêt des ruptures et des volontés d'aller ponctionner les ressources et d'incriminer également par rapport à la situation financière nationale, qu'on ne peut pas imputer aux collectivités locales, c'est évident. Donc là, on est on est clairement dans une opération de communication présidentielle, gouvernementale, qui veut montrer qui regarde les sondages, qui voit les ruptures, qui voit les usures, et qui, au moment où le président s'apprête à parler sur les grands défis de la France, mais les territoires ne sont pas considérés peut-être comme des grands défis de la France. Bon, tout cela est vraiment vain. On a maintenant tellement l'habitude que c'est même difficile de s'y réintéresser à nouveau et de répéter au fond ce que l'on sait et ce qui va se passer avec toute la scénographie officielle, de la communication officielle qui va accompagner ce moment. Il n'y a vraiment pas grand-chose à dire à ça. Justement, on va parler de cette grande émission que fera Emmanuel Macron. Ce sera mardi soir sur TF1. D'abord, un mot, il me dit à la spécialiste de communication. Est-ce que c'est le bon moyen de s'adresser aux Français ? Est-ce que c'est le bon moment, surtout? Le bon moyen, il est habitué à ce genre de grand-messe où il a besoin de temps. Alors, on sait qu'il fait de plus en plus court, quand même. C'est vrai que ses interventions, elles font plus 10, 12 minutes, alors qu'avant, on était parti pour une demi-heure, si ce n'est plus, quand on pense au grand débat national, où c'était des heures et des heures de discussion. C'est un moment officiel, donc c'est pour marquer les choses. Mais en fait, ce qu'on voit surtout, c'est que c'est un président qui cherche sa place. Quelque part, depuis la dissolution, il est mis à l'écart, les gouvernements se poursuivent, on a du mal à voir une véritable ligne et on a du mal, lui il a du mal à imprimer sa patte. Alors un petit peu plus sur l'international et sur le dossier européen, il est plus crédible on va dire, mais sur les dossiers intérieurs, il a du mal et c'est probablement pour ça qu'il choisit le 20h et une émission longue pour se réinvestir dans les sujets de la France. Mais notre discussion juste avant sur les collectivités montre à quel point c'est plutôt de la diversion, de la communication, c'est assez artificiel. Et puis, c'est cette idée de référendum, de relancer. Il y a un côté un peu gadget. On sait qu'Emmanuel Macron, il a eu toujours, pendant son quinquennat, ses quinquennats, des trucs comme ça. Il nous sortait le grand débat, des idées assez intéressantes, des conventions citoyennes, des choses comme ça. Mais on a vu à quel point ça n'aboutissait la plupart du temps pas. En tout cas, ça n'était pas appliqué dans la réalité. Donc, j'ai l'impression que ça peut décevoir encore une fois et que même
il n'y a pas une attente forte de savoir ce qu'il va dire, quoi. Ouais, c'est ça. Est-ce que il est encore audible par les Français, Emmanuel Macron? En tout cas, il met en place la scénographie nécessaire et qui est là aussi assez classique. Il va sur TF1, une émission de 2 heures, interpellé par des Français. Bon, il y a un savoir-faire indéniable de cette chaîne parce qu'elle a reçu tous les présidents de la République dans le même exercice, à peu près au même moment, c'est-à-dire quand c'est très sensible, très difficile, très en rupture avec la société. On a la grande émission d'interpellation par les Français, où on nous explique que, bien évidemment, il est beaucoup plus important d'être interpellé directement et non pas par des journalistes politiques qui sont dans leur petit monde, comme on sait, et qui ne comprennent rien aux affaires publiques. Mais les Français vont interpeller directement le président. Et là, la sagesse va sortir. Et là, effectivement, il y aura une puissance de cap et de politique annoncée. Évidemment, comme on l'entend d'ores et déjà, puisque effectivement il y a une crainte qu'il n'y ait pas d'attractivité. Donc on nous donne déjà le contenu de l'émission, avec effectivement des annonces possibles sur les référendums, c'est-à-dire peut-être un scrutin à 3 questions. Là aussi, la ficelle est connue. Il faut élargir l'assiette des réponses pour ne pas tomber dans la logique de un non égale un départ. Et comme la régionalisation à l'époque avec le général de Gaulle, on voit bien que tous les angles sont fermés par l'Élysée pour un exercice dont on verra comment il va se dérouler et qu'est-ce qui en sortira. Effectivement, Emmanuel Macron, Émilie, qui est notamment attendu sur cette question des référendums. Y en aura-t-il? Sur quel sujet? Vous dites c'est un gadget. C'est-à-dire que pour vous, c'est pas le moment de redonner la parole aux Français? Je trouve qu'il y a beaucoup de problématiques qui sont en jeu. L'idée du référendum, de demander l'avis des citoyens, elle est importante. Elle est là et il en a parlé. Ça fait longtemps qu'il en parle. Ça fait longtemps qu'il a sollicité aussi des citoyens. Mais ça a souvent amené à des déceptions. C'est-à-dire que soit, en effet, c'est des questions... Enfin, c'est très dur quand on entend parler même le rythme scolaire, enfin, c'est des questions qui paraissent un peu décalées. Citoyenne, là. Voilà, convention citoyenne. Et en fait, moi je pense que c'est des outils qui seraient très intéressants d'utiliser. Et même depuis les Gilets jaunes, depuis ça, je pense que c'est quelque chose sur lequel Emmanuel Macron pourrait vraiment marquer les esprits. Mais on a l'impression que c'est pas totalement sincère, que c'est plus utilisé comme un outil pour se réconcilier avec la population, très difficile, plutôt que d'aller jusqu'au bout des choses. Et c'est là où je trouve que c'est pas honnête d'utiliser les citoyens, de faire ces grands-messes, et puis au final de soit utiliser des thématiques, je dis pas que c'est pas important, les rythmes scolaires pour la Convention citoyenne, mais il y a des sujets plus importants du côté de l'éducation et des enseignants que simplement les rythmes scolaires. Il y a les conditions de travail, il y a les rémunérations, référendum sur les territoires, bon oui, pourquoi pas, mais c'est pas le sujet. À l'heure actuelle, les gens, ils sont inquiétés par leur pouvoir d'achat, par la santé, l'immigration aussi, la sécurité, et donc là, il sort ces thématiques pour essayer d'exister. Non, je trouve que c'est dangereux et que c'est pas totalement sincère, que c'est plus de la communication qu'autre chose. Et ça peut lui revenir en boomerang? Il installe une forme de Ligue 2 du référendum, c'est-à-dire que vous avez les grands référendums qui sont choisis et qui sont en top, effectivement, préoccupation des Français, portés par des opposants politiques, alors référendum sur l'immigration, ou le Premier ministre, qui lui veut essayer de sortir de son ornière, donc il jette l'idée d'un référendum sur les finances publiques, alors que les dispositions fiscales ne peuvent être tranchées par référendum, et on ne voit pas en une question comment organiser en référendum la question des finances publiques. Bon bref, on a compris que c'était effectivement un exercice. D'ailleurs, le président il répond tout de suite en disant « mais moi je vais faire mes référendums » parce que lui il a la prérogative institutionnelle pour le faire à l'inverse du président. Donc celui sur le budget il sera enterré selon vous? Donc ce sera réglé évidemment, c'est d'ores et déjà, c'est déjà réglé, on n'en parle déjà plus, et on parle maintenant que des référendums à venir. Donc tout ça, pratiquement en fin de mandat, on voit bien que la vie politique s'organise, commence à se réorganiser par rapport à la bascule électorale du quinquennat, les élections locales, puis l'élection présidentielle. Donc, oui, tout cela veut montrer que le président de la République, parce qu'on connaît son schéma mental maintenant, il ne va pas sortir par la petite porte, il veut terminer en grand, il veut revenir sur le devant de la scène et faire en sorte d'organiser autour de lui les débats et par rapport à ses initiatives. Voilà, on verra avec quels effets. On sait, et d'ailleurs c'est intéressant d'utiliser maintenant les référendums,
c'était à la sortie du grand débat la première revendication des Français avec les déserts médicaux. C'est la première chose qu'a écarté le président de la République lors de sa conférence de presse le 25 avril, après, pour organiser et expliquer comment il allait traduire les demandes du grand débat. Donc voilà, les Français jugeront. Oui. On va parler de Bruno Retailleau. Il a pris la parole hier. Il appelle à être très, très exigeant sur les naturalisations. Il a présenté une nouvelle circulaire qui durcit les critères. Les détails avec Marion Delpech. Durcir les conditions d'accès à la nationalité française, c'est ce que demande le ministre de l'Intérieur au préfet. Le but est clairement exposé, réduire le nombre de personnes naturalisées chaque année en France. Cette circulaire, elle est importante, elle entraîne une rupture, des inflexions. J'assume totalement de durcir les critères dans la mesure où la naturalisation, c'est un acte très très important par lequel un étranger acquiert de plein pied, si j'ose dire, la nationalité française. Et j'assume aussi le fait d'assumer que c'est une circulaire d'assimilation. Bruno Retailleau resserre 3 critères. Le candidat à la nationalité devra désormais justifier de 5 ans d'autonomie financière, avec à la clé 1 an de CDI ou 24 mois de CDD. Le niveau de français requis sera plus exigeant et un nouvel examen dit civique sera mis en place dès janvier 2026. Il s'agit d'être naturalisé. On ne va se satisfaire d'une sorte de juxtaposition, de la seule intégration qui voudrait qu'on exige quasiment rien, si peu, à ceux qui demandent la naturalisation française. La naturalisation française, elle se mérite. Plus de 66 000 acquisitions de nationalité française par décret et par déclaration ont été enregistrées en 2024, en hausse de 8% par rapport à l'année précédente. Michael, Bruno Retailleau poursuit sur sa ligne de fermeté. Il poursuit sa campagne interne pour la présidence de LR. On rentre dans les derniers jours. Tout ça montre bien qu'il y a aussi une décision de combattre, une volonté de combattre un procès en immobilisme supposé, de faire la différence avec un Laurent Wauquiez qui, lui, n'est pas au gouvernement alors que lui, il dit que lui, il a une liberté d'action. Une liberté d'expression et d'action. Bon, il va chercher les textes qui existent déjà, hein. Il n'y a rien de nouveau. Il durcit, il présente une manière un peu plus corsée d'obtenir et d'être naturalisé français. Sur le fond, franchement, un test de questions civiques orales qui n'est pas noté très clairement et qui permet de tester ce que connaît un candidat à être français sur la France, c'est pas très choquant. Émilie. Déjà, moi, je trouve que c'est assez sincère par rapport à ce qu'il est. C'est-à-dire que c'est vraiment en droite ligne. Là, pour le coup, on peut considérer, et c'est peut-être pour ça aussi que sa cote de popularité, elle augmente, c'est que c'est quelque chose, c'est sa ligne depuis toujours, en fait. Donc, et les mots qu'il dit, assumer l'assimilation, il insiste beaucoup. Ce qu'on peut dire, c'est que ça marche depuis qu'il est ministre de l'Intérieur, même si, globalement, sur le fond, il n'y a pas tellement de réalisation, et que là, moi, je suis assez d'accord avec Michael, il n'y a pas... c'est un durcissement, on demande au préfet d'agir un petit peu plus dans le sens de ce qui existe déjà. Voilà, c'est juste un petit peu le durcissement. Mais par contre, ça marque des points dans l'opinion publique, parce qu'on sait que c'est une attente forte, ces sujets-là, d'immigration, de sécurité. Donc il marque des points de ce côté-là. Il marque des points, évidemment, dans sa campagne pour les Républicains. Il répond aux accusations de Laurent Wauquiez qui lui dit qu'il n'est pas à temps plein candidat, qu'il ne peut pas être à temps plein un bon candidat à la présidence des Républicains. Il est là. Et ça marche donc pour sa cote de popularité, puisqu'on voit que même dans les sondages pour une éventuelle présidentielle, même si on en est encore très loin, il fait 2 fois le score qu'a fait Valérie Pécresse. Bon, il faut dire que ça partait de très bas, donc c'était pas très compliqué. Mais on sent quand même que c'est une personnalité qui émerge finalement dans son style, dans ses convictions et dans sa façon de contourner les éléments de blocage actuels. Il utilise les circulaires parce qu'il sait très bien qu'il peut pas faire passer de loi au Parlement. Donc c'est assez malin, je trouve. Mais ça reste de la communication qui fonctionne. Jusque maintenant, ça fonctionne, même s'il n'y a pas d'acte, même s'il n'y a pas de réussite flagrante. La communication chez Retailleau, ça fonctionne quand même assez bien, ça marque des points. Et campagne interne vis-à-vis de Laurent Wauquiez, mais est-ce que c'est aussi, il se projette, Bruno Retailleau, c'est aussi une réponse au RN qui l'accuse d'être le ministre des mots et pas des actes?
Oui, bien sûr. Ça veut répondre à toutes ces attaques. Ça veut clarifier un positionnement, envoyer un message sur l'après. On verra comment ça va se terminer, compétition interne de LR, parce qu'il y aura après, évidemment, une autre compétition pour savoir comment désigner le candidat et qui sera le candidat du côté de LR. Et puis, c'est effectivement important de ce point de vue-là. Il gère l'existant. Il montre aussi que tout est dans les lois et qu'il suffit de les appliquer. Un des grands griefs importants qui est fait par les partis de l'opinion ou de l'opposition, c'est de dire, mais en fait, vous avez tout déjà dans les lois, est-ce nécessaire de continuer à légiférer? Alors, donc lui, il fait une sorte de vide-grenier législatif, il va sortir ce qui existe déjà, et il le met sur le trottoir en disant, mais en fait, on l'a. Donc, il faut se servir des dispositifs qui existent déjà. C'est aussi effectivement une manière intelligente de contourner l'impossibilité de faire une loi. Mais en même temps, y a-t-il besoin de faire une nouvelle loi? Il est au fond, quelque part, il est contraint. Il n'y aura pas la loi Retailleau sur l'immigration. Mais il a trouvé la manière de le contourner et de faire un peu du judo, c'est-à-dire de se servir de créer un effet de levier avec sa faiblesse. Chacun essaie à sa façon, référendum, convention, de contourner en fait la situation politique qui est complètement bloquée, quoi. Mais si on dézoome, quand même, c'est intéressant parce que les Républicains, ils étaient quand même dans une panade, c'était quand même très compliqué. Et là, tout d'un coup, émerge une personnalité qui semble quand même crédible par rapport à ce qu'il dit. Donc ça reste de la communication, mais ça marque les esprits. Et il empiète un petit peu sur les plates-bandes du RN qui, à mon avis, sont quand même en difficulté là-dessus parce que, encore une fois, il est crédible sur ces thématiques et c'est clairement ce qu'ils défendent. Et eux, ils sont quand même en difficulté par rapport à l'inéligibilité actuelle de Marine Le Pen et en plus par rapport à ces thématiques qu'ils développent au niveau du gouvernement et qui marquent même sans acte. Donc, je pense qu'il y a quand même quelque chose d'une réussite pour les Républicains qui étaient en difficulté. On voit bien des Ciotti qui avaient tenté le coup d'être beaucoup plus... ça n'a pas marché et finalement il se retrouve au RN, mais au RN, en tout cas RN compatible, mais il est pas décrédibilisé, mais il représente pas grand-chose. Retailleau trace une route qui est intéressante pour les Républicains. Alors il y a un point sur lequel Bruno Retailleau il veut légiférer, c'est la question du droit de grève. Stéphane, c'est le deuxième jour aujourd'hui de grève à la SNCF et le débat revient, faut-il limiter le droit de grève dans les transports publics? Bah oui, Oriane, une question que le Sénat connaît bien. La majorité sénatoriale a fait adopter 2 textes donc pour encadrer le droit de grève dans les transports publics depuis 2020. Il y avait en 2020 la proposition de loi de Bruno Retailleau, qui était à l'époque président du groupe LR au Sénat. Et en 2024, le texte d'Hervé Marseille, président, lui, du groupe centriste. La plus récente, celle d'Hervé Marseille, a été défendue à la tribune par un certain Philippe Tabarot, aujourd'hui ministre des Transports. Voilà ce qu'il disait en avril 2024 à la tribune. Depuis 1947, il n'y a pas eu une année sans un jour de grève à la SNCF. Triste record qui démontre que l'aspiration au transport est inversement proportionnelle au pouvoir de nuisance exercé sur eux, devenu un terrain de jeu privilégié pour certains syndicats. Alors concrètement, que propose ce texte? Alors la principale mesure, c'est permettre au gouvernement de suspendre le droit de grève pendant 30 jours par an, dans la limite de 7 jours maximum. Une suspension à des moments particuliers, les jours fériés, comme par exemple cette semaine de pont du 8 mai, les vacances scolaires, les jours d'élection ou de référendum, ou encore lors d'événements d'importance majeure comme les Jeux Olympiques. Et cette suspension ne concernerait que les personnels essentiels au bon fonctionnement des transports, mais ce n'est pas tout ce que proposaient les sénateurs. Ils souhaitaient aussi que les grévistes se déclarent 3 jours avant plutôt que 2 jours comme c'est le cas aujourd'hui pour permettre aux usagers et aux gestionnaires de transport de mieux s'organiser. Ce texte viendrait renforcer une loi de 2007 déjà en vigueur et qui encadre déjà le droit de grève dans les transports. Tout à fait, une loi adoptée sous l'impulsion de Nicolas Sarkozy à l'époque. C'est ce texte qui instaure par exemple un service minimum pour les entreprises de transport qui est en vigueur en Ile-de-France. C'est aussi grâce à ce texte que vous êtes prévenu au plus tard 24 heures avant le début des perturbations en cas de grève. Et alors, les 2 textes adoptés par le Sénat, ils veulent aller plus loin dans la restriction du droit de grève. Est-ce qu'ils peuvent être définitivement adoptés maintenant que Philippe Tabarot est ministre? Tout dépend à qui vous posez la question, Oriane. Est-ce que vous posez la question à Philippe Tabarot, ministre, ou Philippe Tabarot, sénateur? Voilà ce qu'il lançait à son prédécesseur, l'ancien ministre des Transports, François Durovray, en décembre 2024, lors des questions au gouvernement au Sénat. Alors, monsieur le ministre, ne serait-il pas temps aussi de briser ce tabou et d'encadrer enfin le droit de grève dans les transports, en reprenant les mesures que nous avons votées ici au Sénat avec Bruno Retailleau, puis avec Hervé Marseille?
Ça, c'était Philippe Tabarot, sénateur. Donc, et maintenant qu'il est ministre, eh bien, il élude lui-même la question posée vendredi par nos confrères de BFM TV et RMC. Philippe Tabarot se dit bien sûr toujours favorable à ce texte, mais il ne veut pas s'avancer sur une potentielle inscription à l'ordre du jour à l'Assemblée nationale, pourtant indispensable pour que la loi ait des chances d'être définitivement adoptée. De la difficulté de passer de l'opposition au gouvernement, Émilie. Voilà. J'ai l'impression que c'est quelque chose qu'on traîne depuis longtemps, service minimum. Alors oui, il y a eu des avancées, mais on voit bien qu'on ne peut pas aller beaucoup plus loin parce que ça devient pas constitutionnel. Enfin voilà, ça se confronte à différentes difficultés. Moi, ce que je trouve, c'est que c'est une entreprise publique qui a retrouvé le chemin de la rentabilité. On sait qu'elle a fait, je ne sais plus combien, enfin voilà, elle reprend, on parle de cercle vertueux maintenant. Les tarifs augmentent, ce qui n'est pas très logique d'ailleurs en termes écologiques, parce qu'il faudrait mieux préférer le train avec des prix moindres que l'avion. Mais bon, ça c'est la parenthèse qui pour l'instant, l'écologie, j'ai l'impression que ça a un peu parti au-dessus des radars. Mais ce que je veux dire, c'est que c'est une entreprise qui devient normale. Donc c'est normal aussi qu'elle doive s'intéresser à ses salariés. Et globalement, en plus, elle a reconnu, parce qu'il y a deux attentes dans les salariés, c'est les plannings qui, a priori, sont donnés très tardivement et déboussolent un petit peu la vie, ce qu'on peut comprendre, la vie personnelle des conducteurs. Et puis, il y a l'aspect rémunération. La direction, a priori, semble-t-il, accordé que sur les plannings, il y avait des progrès à faire. Donc voilà, c'est des discussions. Évidemment, les conducteurs ont un rapport de force que plein de salariés n'ont pas, c'est qu'ils peuvent complètement nuire à l'espace de travail des gens, enfin leur possibilité d'aller soit en vacances ou soit au travail. Oui, bon, bah voilà, ils ont cette possibilité-là, on essaie de l'encadrer, mais c'est relativement normal qu'ils saisissent cette capacité de négocier avec une entreprise qui gagne de l'argent. Okay. Il faudrait encore, s'étonner du fait qu'une question de logiciel de planning doive se régler par une grève et par donc des gens qui, sur les quais, ne peuvent pas aller travailler ou faire leur vie parce qu'il y a un problème de logiciel de planning. Il va falloir quand même être très communicant pour pouvoir faire passer ce message auprès du grand public et le faire accepter. Mais une fois qu'on a posé ça, au fond, on s'aperçoit que d'abord, la SNCF reste cette grande entreprise affective qui accompagne sans arrêt depuis des années maintenant l'histoire sociale et politique de la France dans ses avancées, dans ses évolutions territoriales et sociales. Ça, c'est la première des choses. Et puis la deuxième chose, c'est que dans une société, une entreprise où il y a tellement de métiers, de voir qu'ils se croisent et qu'ils s'entrecroisent et qui peuvent se télescoper, de voir que l'un d'entre eux peut prendre la main sur l'ensemble du dialogue social, ça aussi c'est compliqué, mais c'est ce qui fait la spécificité de cette entreprise française. Très vite. Il y a quand même un phénomène, c'est le collectif des conducteurs qui est hors syndicat, qui mène un peu la danse. Et ça, c'est incontrôlable, c'est difficile à contrôler. C'est un baromètre compliqué pour la situation des syndicats. Et on continue à parler de ce sujet tout de suite avec Stéphane dans la revue de presse régionale. Stéphane, on commence avec la grève à la SNCF, toujours à la une de l'Union qui donne la parole aux usagers. Oui, et le premier jour de grève hier ne les rassure pas, les usagers. Dans l'Union, un lycéen de 18 ans a vu son train supprimé en sortant des cours hier. Si c'est comme ça dès lundi, je n'imagine pas le bazar que ça va être pour aller en cours en fin de semaine, dit-il. Et oui, pas de pont pour les élèves cette semaine. Un autre dit qu'il n'ira tout simplement pas en cours s'il y a grève vendredi. Ce que raconte l'Union, c'est l'incertitude qui pèse sur les voyageurs, comme sur ce touriste anglais qui a dû réserver un hôtel près de l'hôtel Paris-Charles de Gaulle dès samedi pour être sûr d'avoir son avion retour dimanche. Autre échange devant le tableau des départs de la gare de Charleville-Mézières cette fois. Claudine, pour qui la grève, c'est le seul moyen de se faire entendre, dit-elle, et son mari qui lui répond « Tu ne vas quand même pas commencer à les défendre ?» Ambiance. En tout cas, dans l'Union, un responsable CGT cheminot de Reims rappelle leurs revendications de meilleurs salaires et une meilleure gestion des plannings. La Dépêche qui s'interroge sur le référendum voulu par François Bayrou, à quoi joue-t-il ? Oui, un référendum sur le budget pour légitimer 40 à 50 milliards d'euros d'économies. La Dépêche rappelle que l'idée ne séduit pas vraiment les députés. Les élus se sentent contournés par la manœuvre du Premier ministre. Mais à Matignon, on assure qu'il n'y a pas d'agenda caché et que s'il perdait le référendum, François Bayrou démissionnerait, manière de battre
battre en brèche les soupçons de ses opposants. Ils y voient la volonté du chef du gouvernement de se maintenir au pouvoir coûte que coûte. Une question subsiste, et pas des moindres. Oriane, est-ce que ce serait constitutionnel un référendum sur le budget? Eh bien, la constitutionnaliste Anne Levade répond à Sud-Ouest. Pas sûr, dit-elle, d'autant qu'une loi de finances doit être votée par le Parlement. Et la décision de référendum ne dépend pas du Premier ministre, mais du président de la République, rappelle-t-elle. Le compte à rebours lancé pour les salariés des magasins de vêtements Jennifer. Oui, les boutiques fermeront leurs portes le 22 mai. 1 millier de salariés vont perdre leurs emplois. Et l'Aisne Nouvelle ouvre ses pages à ces salariés qui sont à 82% des femmes. Pour rebondir, ça va être très compliqué, confie une vendeuse de la ville de Soissons. Une patronne de boutique explique, elle, avoir dû agrandir son local à la demande de Jennifer avant que l'entreprise soit placée en liquidation judiciaire. Résultat, elle est endettée. Camailleux, Naf, Pimki et d'autres entreprises du vêtement. 4000 emplois ont été supprimés dans le secteur de l'habillement depuis 2023, selon la CGT Commerce et Services. On termine la revue de presse, Stéphane, par les commémorations du drame de Fouriane en Corse. Oui, comme tous les 5 mai depuis ce jour de match de 1992, la Corse se souvient du drame de Fouriani. Mais pas seulement, tous les clubs s'associent symboliquement aux hommages pour les 18 morts et les plus de 2000 spectateurs blessés après l'effondrement d'une tribune lors de la demi-finale de Coupe de France Bastia-Marseille. Et l'Olympique de Marseille, justement, s'implique de plus en plus dans ces commémorations sous l'impulsion de son président Pablo Longoria. Corse Matin nous raconte ce matin comment un espace de recueillement sera aussi inauguré la semaine prochaine au stade Vélodrome de Marseille. Merci beaucoup Stéphane, merci Mickaël Darmon et merci Émilie Zapalski, à très vite. Évidemment, merci à tous de nous avoir suivis, on se retrouve demain, très bonne journée.